Bonjour à tous et bienvenue dans cette conférence annuelle du SIMV. On est heureux de vous retrouver. Je suis heureuse de vous retrouver puisque c'est la deuxième fois que j'ai la chance, le privilège d'animer cette conférence. Cette année, on va passer un petit peu plus d'une heure, allez, 1h10 peut-être ensemble, et je m'en réjouis. Tout au long de cette heure, vous allez pouvoir poser vos questions par chat. On y répondra pour certaines pendant la conférence, et puis pour d'autres, si la réponse n'est pas apparue ou n'a pas été donnée ici avec nos invités, eh bien, vous pourrez la voir au moment du replay. Le sujet de cette conférence, vous le connaissez, c'est médicaments vétérinaires et enjeux sociétaux. Pour vous accueillir à mes côtés, Jean-Louis Huneau. Bonjour Jean-Louis. Bonjour Nathalie. À qui je laisse la parole pour l'accueil. Pourquoi cette année, Jean-Louis, ce sujet-là? Eh bien, bienvenue à cette conférence annuelle et merci d'avoir accepté de l'animer à nouveau. Il y a un an, nous faisions pour la première fois l'expérience d'une conférence dématérialisée, les circonstances l'exigeaient, et c'était sur la vaccination, l'acceptation de la vaccination. Il s'est passé beaucoup de choses depuis. Vous voyez que finalement, cette acceptation a progressé. Elle est maintenant devenue tout à fait habituelle. Et dans cette conférence cette année, nous avons voulu interroger ces nouveaux enjeux que la crise a mis en surface, c'est-à-dire ces questions de relation de l'homme à l'animal, les questions liées à la souveraineté, à l'autonomie alimentaire. En fait, c'est tirer les leçons de ce que toute la filière vétérinaire a pu apporter pendant cette crise et qui permettrait demain de réagir peut-être plus vite, de réagir mieux. Beaucoup utilisent le concept d'une seule santé. Nous avons en effet appris de cette crise que nous pouvions être du côté de ceux qui apportaient des réponses, aussi bien dans le diagnostic, voire dans les vaccins, dans le médicament. Et c'est important pour nous de nous inscrire dans cette nouvelle dimension de la santé publique et d'embarquer avec nous, bien entendu, la profession vétérinaire, les laboratoires d'analyse et tous les acteurs qui peuvent y contribuer. Voilà, si nous pouvons, à la fin de cette heure d'échange, arriver à mieux identifier ces enjeux, à mieux identifier comment nous pouvons collectivement y répondre, je crois que nous aurons réussi notre pari. Mon sacré challenge, moi je vous dis qu'on va y arriver, d'autant qu'on a des invités de qualité. Merci Jean-Louis. Je vais demander, on se retrouve tout à l'heure, on se retrouve à la fin de cette conférence. Je vais demander à Francis Wolf de bien vouloir me rejoindre. Bonjour Francis, il arrive. Francis, vous êtes professeur émérite au département de philosophie de l'École normale supérieure. Vous vous sentez à l'aise avec ce titre? Oh, bah écoutez, j'ai l'habitude à force, enfin, d'autant que maintenant je suis pratiquement à la retraite, enfin, je suis émérite, comme on dit, ce qui ne signifie pas que j'ai du mérite, Oui, mais signifie que je suis à la retraite encore actif. Voilà. Alors, je précise pour les gens qui nous regardent qu'effectivement, on a privilégié les visages, donc nous n'avons pas de masque, mais nous avons ce truc étrange entre nous, des plexis. Donc, je suis un petit peu frustrée, Francis, mais je vais quand même pouvoir vous écouter et on va pouvoir échanger malgré cela. Vous êtes ici pour qu'on puisse parler de l'évolution de la représentation des animaux dans notre société. On parle aujourd'hui beaucoup d'antispécisme, de partis animalistes. On s'intéresse beaucoup, y compris dans la littérature contemporaine, à l'animal et à sa place. Que s'est-il passé, Francis, pour qu'aujourd'hui, cet animal ait une place aussi centrale? Oui, vous avez raison, quelque chose s'est passé, en effet, depuis en gros 1 ou 2 décennies, peut-être en l'espace d'une génération en tout cas, le rapport homme-animal a totalement changé, à tel point, vous en avez pris quelques exemples, que c'est devenu un thème important de société, mais aussi un thème politique. Il y a eu une politisation de la question animale, il y a le parti animaliste, le parti antispéciste, et presque tous les partis se doivent d'avoir maintenant un paragraphe important consacré à la question animale. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Je crois que la première hypothèse qui vient à l'esprit, que je ne retiendrai pas, c'est qu'il y aurait eu de la part de nos contemporains un brusque accès d'empathie vis-à-vis de nos frères animaux. Je ne crois pas que cette hypothèse tienne longtemps pour 2 raisons. La première raison, c'est qu'on n'a pas constaté qu'il y ait, de la part de nos contemporains, un brusque accès, par exemple, humanitaire. Bien au contraire, si on compare aux années 80, où il y a eu
une espèce de mouvement par rapport au boat people. On n'a pas constaté que par rapport au mouvement migratoire, il y a eu brusquement un mouvement de solidarité humanitaire. Certains vont même jusqu'à dire que c'est comme si l'animalitaire, si je puis dire, avait en quelque sorte avalé l'humanitaire. Alors, il y a une autre raison pour laquelle je ne retiens pas cette explication, c'est que on ne constate pas que c'est en relation avec la réalité du monde animal qu'il y a cette prise de conscience nouvelle de nos contemporains. C'est presque l'inverse. On constate au contraire que c'est à mesure que se distancient les relations avec les vrais animaux, les animaux sauvages, les animaux de rente, les animaux qui sont élevés, qu'il y a cette espèce de brusque sentiment de, comment dirais-je, de sympathie et ces grands mouvements qui vont de l'antispécisme ou du mouvement vegan jusqu'au mouvement plus traditionnel de protection animale. Donc je ne pense pas que ce soit cela. Ce qui s'est passé, c'est plusieurs choses. Je crois que la première chose, c'est que la distinction, la barrière, l'opposition traditionnelle entre homme et animal s'est écroulée. À cause de quoi ? Il y a divers facteurs. Je crois qu'un facteur important, c'est la déchristianisation. En une ou deux générations, l'idée que l'homme ou l'humanité avait un rôle particulier sur notre planète parce qu'il était le seul promis au salut, au paradis, qu'il était le seul apte à reconnaître un Dieu, ça s'est écroulé pour la plupart des jeunes générations. Et c'était un des piliers de l'opposition entre l'homme promis au salut et les animaux qui sont au service de l'homme. C'était la grande leçon biblique, en tout cas. Plus profondément, je crois que si on compare à ce qui s'est passé au siècle dernier, qui était un grand siècle de recherche physique, notre siècle, le 21e siècle, est plutôt un grand siècle biologique. Et l'image qu'on a aujourd'hui de l'homme passe presque entièrement au travers d'un prisme biologique, ou même, je dirais, neuroscientifique. Le développement considérable des neurosciences a mis au rencard les vieilles oppositions traditionnelles qu'il y avait au siècle dernier entre l'homme et l'animal. Si vous voulez, moi, je me souviens qu'on enseignait aux élèves, aux étudiants, on enseignait que voilà, il y avait des concepts qui convenaient aux hommes, on enseignait Freud, on enseignait la psychanalyse, on enseignait la linguistique, et tout cela opposait l'homme et l'animal. L'homme avait des désirs déterminés par l'inconscient, l'animal avait des besoins, l'homme avait un langage articulé, l'animal n'avait que des systèmes de communication, etc., tout à fait rudimentaires. Et on a le sentiment que désormais, la frontière, la distinction homme-animal passe en quelque sorte de plus en plus inaperçue pour nos contemporains. C'est comme s'il y avait une continuité. Et quand on va demander aux jeunes générations, est-ce qu'il y a une spécificité humaine, on constate que non, au fond, ils sont comme nous, ils souffrent comme nous, ils pensent comme nous, etc. Donc ça, c'est quelque chose, je crois, qui est très important. Un autre facteur, me semble-t-il, est plus directement politique. Si on constate ce qui s'est passé entre la fin du 19e siècle et la fin du 20e siècle, c'est que les grands mouvements de libération étaient essentiellement, les grandes utopies étaient des mouvements de libération révolutionnaire, hein, c'est-à-dire qu'on visait une société sans classe, on visait la fin de l'exploitation de l'homme par l'homme. Bref, il y avait cette utopie révolutionnaire qui s'est, comme on sait, totalement écroulée il y a 20 ou 25 ans. Et désormais, j'ai l'impression que les mouvements de libération, les grandes utopies qui scandent le quotidien, en particulier dans les jeunes générations, c'est des mouvements de libération de la nature. L'animal, oui, on a l'impression que l'animal joue un petit peu le rôle du prolétaire du siècle dernier, c'est-à-dire c'est celui qui est au bout de la chaîne d'exploitation. Les
si vous voulez, les bourgeois exploitaient les prolétaires, les colonisés étaient exploités par les colonisateurs, mais aujourd'hui, c'est l'homme en général qui exploite quoi? Eh bien, celui qui est au dernier bout de la chaîne d'exploitation, qui est cet animal qui, en quelque sorte, incarne la toute dernière, l'ultime victime, au service de laquelle il faut aller d'autant plus volontiers que, eh bien, il ne peut pas se défendre lui-même, qu'il incarne celui qui est sans parole, sans défense, et par conséquent qui mobilise les énergies des jeunes générations. Et j'ajoute peut-être un dernier point, avant que peut-être nous approfondissions, nous y revenions. Il y a évidemment le mouvement indiscutable, la prise de conscience écologique qui est considérable par nos contemporains. Et cette prise de conscience des grandes tragédies écologiques qui nous guettent, crise climatique, crise de la biodiversité, etc., eh bien, curieusement, elle est interprétée comme un mouvement, en quelque sorte, où il faudrait être solidaire des animaux individuellement. Alors, bien sûr, j'enseigne à mes étudiants que ce qu'on appelle l'éthique de l'environnement et l'éthique animale sont non seulement ne peuvent pas être confondus, mais au fond sont incompatibles, sont contradictoires. L'écologie s'occupe de l'équilibre entre les espèces, elle s'occupe de la biodiversité, elle s'occupe du fait de savoir si dans tel ou tel territoire il y a un excès de prédateurs ou un excès de proies qui menace les équilibres. Mais le mouvement animaliste, dans ses formes, par exemple antispécistes, ne reconnaît pas ces distinctions. Ce qu'il reconnaît, c'est uniquement la souffrance individuelle de tous les animaux, sans faire de distinction avec les différentes places des animaux dans les chaînes alimentaires. Donc il se produit différentes confusions entre ce qu'on appelle le welfarisme, c'est-à-dire l'idée du bien-être animal, qui a de sens pour les animaux qui sont élevés, les animaux de rente, qui sont élevés pour leurs produits, et les animaux en général, les animaux sauvages ou les animaux de compagnie, autrement dit. Et l'animal de compagnie joue comme une espèce de prisme à travers duquel est vu tout le règne animal, c'est-à-dire, eh bien, ce sont des petits êtres qu'on peut chérir, qu'on pourrait prendre dans nos bras, puisque, comme je le disais tout à l'heure, nos contemporains ont perdu le rapport, les relations qu'on avait encore il y a 2 ou 3 générations avec les vrais animaux, qu'ils soient sauvages ou qu'ils soient des animaux domestiques. Quels sont les aspects négatifs de tout ça? Quelles peuvent être les dérives de tout cela? Alors, il y a... Non pas de tout cela, mais de cette évolution qu'on évoque. Bien entendu, il faut dire qu'il y a un certain nombre d'aspects positifs. Il est clair que cela amène une prise de conscience d'un certain nombre de contemporains vis-à-vis de certains excès insupportables de l'élevage industriel ou de l'abattage industriel et des mobilisations souvent légitimes à l'occasion de tel ou tel scandale médiatisé. Mais vous avez raison, il y a aussi des conséquences négatives. La première conséquence négative, je l'ai sous-entendu tout à l'heure, c'est que l'animalisme, c'est-à-dire le fait de ne plus reconnaître de distinction claire entre les espèces, fait qu'on on risque d'y perdre notre propre humanisme, le fait que la valeur de la vie humaine est incommensurable avec celle des animaux, même ceux qui nous sont le plus chers. C'est-à-dire que nous devons avoir vis-à-vis des êtres humains des relations d'égalité et de réciprocité que nous ne pourrons jamais avoir vis-à-vis des animaux, même qui nous sont les plus chers. Et je crois que ça met quand même en question un des fondements de l'action que nous pouvons mener, de nos valeurs et de nos devoirs moraux. Et ce qui me paraît, vous parliez à l'instant, je crois, avec mon précédent interlocuteur, de la pandémie. Ce qui m'a semblé tout à fait frappant, c'est qu'au début de la pandémie, on a vu revenir
des explications complètement extravagantes du genre, alors, au lieu de dire, ben voilà, nous revoilà face à un des drames, des tragédies classiques de l'homme face à la nature, puisque c'est au fond, ce virus, c'était en quelque sorte la manifestation habituelle de ce que nous pouvions, ce que les hommes subissaient depuis des siècles. Et la réaction a été la recherche vaccinale qui a été extraordinaire. Eh bien, les premières réactions qu'on a souvent entendues, ça a été c'est la faute de l'homme, la nature se venge à force de l'exploiter. Et dans cette exploitation, qu'est-ce qu'on mettait? On mettait tout et n'importe quoi, y compris le fait que nous élevons des animaux depuis 10 000 ans pour leur chair, leur laine, leur cuir et compagnie. Donc, je crois qu'il y a là un vrai danger pour les fondements de l'humanisme de nos sociétés. On pourrait voir disparaître les élevages. Il y a des gens qui rêvent de voir disparaître cette partie de notre société. Oui, vous avez raison. Il se passe en ce moment que je connais beaucoup d'éleveurs qui sont tout à fait désemparés parce qu'ils subissent en l'espace de 10 ou 15 ans, ils sont devenus des parias, on les traite de tortionnaires sous prétexte qu'ils élèvent des porcs ou des vaches, qui se sont souvent endettés dans des conditions difficiles pour améliorer les conditions d'élevage et souvent de bien-être de leurs bêtes, et qui connaissent infiniment mieux leurs bêtes et qui les aiment infiniment plus et mieux en tout cas que ceux qui prétendent les défendre, et qui se font attaquer comme des tortionnaires des temps modernes parce que simplement ils élèvent. Alors c'est un des grands risques en effet, qu'à force de ne pas distinguer entre les espèces d'une part et entre l'espèce humaine et les autres espèces, eh bien on menace en effet tout ce qui a fait l'humanisation de l'homme et qui est passé par la domestication des animaux, et tout ce qui fait aussi une grande partie bien de l'imaginaire, de notre imaginaire animal, de nos relations millénaires avec les animaux qui ont été toujours faites à la fois bien parfois d'affection, mais souvent de lutte, parfois en effet de rivalité. Bref, il y a tout un imaginaire animalier du point de vue de l'homme qui risque de s'écrouler face à ces mouvements qui sont souvent généreux dans leurs principes et je crois parfois dangereux dans leurs conséquences. Quels sont, et c'est ma dernière question, quels sont les bénéfices, s'il y en a, que peuvent tirer les vétérinaires de cette évolution-là? Bien, je crois que les bénéfices que peuvent tirer les vétérinaires, c'est à eux de les tirer eux-mêmes, et je ne peux pas leur donner de leçons, mais je pense qu'en effet, ils ont sans doute aujourd'hui des demandes nouvelles. Voilà, je vous confierai que ma belle-fille est vétérinaire et qui constate que désormais, on la réveille à 2 heures du matin pour un chien ou un chat qui avalait de travers. Enfin bref, je ne sais pas si c'est un bénéfice pour les vétérinaires, mais c'est en tout cas, je pense, de nouvelles demandes et une nouvelle relation qui va bien au-delà de ces relations traditionnelles, n'est-ce pas, dans lesquelles on a des animaux de compagnie avec lesquels on échange l'affection réciproque. Je crois que ça va bien au-delà, et je pense que les vétérinaires, en tout cas, je crois que c'est ce qu'ils font grâce à vous aujourd'hui, ils doivent réfléchir à ces évolutions de société dans lesquelles les demandes sont en train de changer et dans lesquelles on va demander de plus en plus aux vétérinaires, eh bien, je pense, d'avoir une espèce de science aussi générale et avec des effets aussi comment dirais-je, efficaces que la médecine la plus moderne, et donc il faut être confronté avec cette demande, je crois, cette inflation que l'on constate déjà.
Merci beaucoup, Francis Wolf. Merci à vous, Nathalie. Je vous laisse rejoindre la salle et puis je vais appeler à me rejoindre Philippe Pourquier et puis Marc Prikaski qui vont être rejoints par, si elle nous entend, Valérie Normand qui est à distance. Valérie, vous êtes avec nous? Oui, bonjour à tous. Alors, je mets mes lunettes. Je mets mes lunettes et je ne vais plus les quitter. Parce que pour lire vos titres aux uns aux autres, j'en ai besoin. Donc, Valérie Normand, vous êtes vétérinaire, vous êtes fille d'éleveur et je pense que c'est important. Vous êtes vétérinaire au sein du cabinet Perspective et vous êtes co-gérante de la société Résolution, dont vous allez nous parler un petit peu. Philippe Pourquier, vous êtes CEO d'Innovative Diagnostic et vous étiez le président fondateur de Diagnostic for Animals. On est OK avec ça? Marc Prikaski, bonjour. Vous êtes PDG de Seva Santé Animale et vous êtes président de Health for Animals. Merci à tous d'être ici. Nous allons donc parler de l'évolution de l'industrie médicamentaire vétérinaire face à ces évolutions que nous venons de voir notamment avec Francis Wolf. Et c'est avec vous que je vais commencer, Valérie. Est-ce que vous pouvez nous dire, selon vous, et d'après ce que vous voyez, quelles sont les attentes et les préoccupations aujourd'hui du grand public vis-à-vis de l'élevage de porcs? La traçabilité reste une attente, hein, mais elle existait déjà quand j'ai commencé cet exercice en filière porcine il y a 20 ans. Ce qui est très nouveau, on l'a évoqué tout à l'heure, c'est les attentes sur le bien-être qui se sont traduits par des évolutions réglementaires sur des normes de logement, chaque stade physiologique. Et ce qui est très nouveau aujourd'hui, c'est qu'on doit aux porcs d'exprimer leur comportement naturel. Donc, on est en train de mettre en place des jouets, des objets manipulables, des choses qui permettent, par exemple, le comportement de fouissement ou le comportement de nidification détruit. Et puis, l'autre point, c'est la crainte du grand public par rapport au traitement des porcs, aux antibiotiques. Et pourtant, la filière porcine a fait d'énormes progrès depuis 10 ans. On a réduit de 53%, depuis que le plan éco-antibiotique. Dans ce domaine, on a réduit de 53% l'exposition des porcs aux antibiotiques, mais ces efforts ne sont pas relayés par les médias ou par l'administration, donc les craintes demeurent. Et je dirais qu'il y a même des initiatives marketing peut-être généreuses ou rassurantes, mais qui pour moi amènent de la confusion. Par exemple, la mention élevée sans antibiotiques sur des barquettes de jambon, eh bien, quelque part, ça amène de la confusion. Les traitements antibiotiques étaient une sorte de condition d'élevage. Alors, c'est pas du tout le cas. Les traitements antibiotiques sont prescrits et sont délivrés par des vétérinaires ou des pharmaciens. Et donc, voilà, je pense que l'administration devrait avoir un rôle dans le contrôle de ce type d'action. Est-ce que les élevages aujourd'hui de porcs, est-ce qu'ils sont très différents de ceux d'il y a 10-20 ans? La taille a augmenté légèrement, mais ce n'est pas significatif. On est resté sur un modèle entre 100 et 250 truies, naisseurs engraisseurs, souvent des élevages familiaux avec 1 ou 2 salariés. Et ce qui est très, très marquant aujourd'hui, c'est que à la fois les contraintes financières, les contraintes environnementales, administratives et l'agribashing ont fait que les éleveurs de porcs on va dire, il y a une espèce d'épuisement et il y a une vraie crise de vocation des enfants d'éleveurs, parce que c'était avant tout, les élevages ont été transmis aux enfants le plus. Donc là, on va prendre parce que 50% des éleveurs ont plus de 50 ans. Et donc, on estime que
il y aura une seule reprise pour 3 départs à la retraite. Donc, il va y avoir un énorme changement dans les 10 ans qui viennent, avec en parallèle voilà, une perte de vocation importante. Donc, mathématiquement, je pense qu'on va avoir la taille des élevages va augmenter, même si ce n'est pas voilà, ce que le grand public souhaiterait, mais mathématiquement, c'est quelque chose qui va probablement se passer. Et on va avoir, nous, Vetou, une configuration très différente, c'est-à-dire propriétaires qui ne seront pas forcément les chefs d'élevage, et puis une main-d'œuvre salariée qu'il va falloir aujourd'hui, et on va devoir des néo-ruraux ou un recrutement dans les pays de l'Est voilà, elle est déjà initiée, mais je pense que ça va se poursuivre. Donc il y a cet aspect, et puis en parallèle, on a un développement d'élevage qu'on pourrait appeler d'élevage alternatif ou néo-ruraux, alors souvent en agriculture biologique, qui représente moins d'1% de la production porcine aujourd'hui en France, ça reste très faible. Nouveau public pour nous d'éleveurs, avec parfois une méconnaissance, pas toujours, je ne veux pas négativer cette situation, mais parfois une méconnaissance de certains risques sanitaires, parfois des aversions même à la vaccination. Et donc pour nous, c'est un public assez particulier à former. Et par exemple, la mise aux normes des élevages vis-à-vis du risque peste. On vous entend assez mal, on vous a perdu, on vous perd par moment. On vous a complètement perdu, Valérie. Alors je me tourne avant qu'on vous retrouve, que la technique puisse rétablir cette connexion. Je me tourne vers mes partenaires ici sur le plateau. Est-ce que vous avez envie de réagir? On était là sur les néo-ruraux, on est sur ce contraste, équilibre, déséquilibre urbain et rural. Qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus, Marc? Et ensuite, on verra. Je pense qu'on est dans une situation incroyablement paradoxale. C'est-à-dire que d'un côté, avec la Covid-19, tout le monde s'est loué finalement de pouvoir continuer à se nourrir, et grâce au monde rural d'une certaine façon. Et de l'autre côté, on voit qu'il y a des problèmes de vocation. On n'est pas sûr, on a parlé aussi d'autonomie, de souveraineté, etc. D'ailleurs, sur l'alimentation et sur les médicaments, les fondamentaux de la pyramide de Maslow. Et d'un autre côté, on a un problème de vocation parce que les éleveurs sont attaqués régulièrement par une petite minorité qui finalement défend d'autres idées, des sortes d'approches assez dogmatiques. Et pourtant, ils devraient être fiers. Et donc, d'une certaine façon, à chaque fois, ils s'adaptent à ce qu'on leur demande, et nous, on les suit, évidemment, avec les vétérinaires. On a parlé de traçabilité, on a développé sur les médicaments des systèmes data matrix qui permettent de suivre les lots, ce qui est assez unique, et on l'a fait dans le monde entier. Et parfois, on va jusqu'à la boîte individuellement. Les antibiotiques, quand il a fallu se mobiliser sur les antibiotiques, quand vous regardez ce qui s'est passé en humaine, le plan de réduction des antibiotiques a démarré dans les années 2000. Ça a très bien marché les 3 premières années, vous vous souvenez, on parlait des antibiotiques, c'est pas systématique, etc. Et puis après, ça a remonté progressivement. Quand vous regardez ce qui s'est passé en santé animale, dans notre secteur, on a réduit des 2/3 l'utilisation des antibiotiques, et d'ailleurs beaucoup plus dans les filières animales que sur les animaux de compagnie. Ça s'est quand même réduit, parce qu'évidemment, quand on est de la médecine individuelle, c'est beaucoup plus difficile de refuser l'utilisation. La traçabilité, elle est clairement mise en place avec les packaging, avec tout un tas de systèmes qui sont développés. On a parlé aussi de bien-être animal. En fait, au départ, c'est animal welfare, c'est de la bien-traitance animale, pas du bien-être. Mais problème de traduction, on est parti sur le bien-être. Force est de constater que le vétérinaire, d'abord en soignant, parce que la première cause de souffrance des animaux, c'est quand même les maladies. Et en traitant les maladies, cette façon donc on se retrouve dans une situation où en permanence, on recule, on s'adapte, on essaie de répondre aux exigences du consommateur. Et parce qu'il y a une minorité qui attaque régulièrement, d'une certaine façon, les éleveurs se dégoûtent de leur métier, carrément, ce qui est dramatique, parce que fondamentalement, on sait à quoi ça débouche. Aujourd'hui, 40% de la volaille consommée est importée en France. On n'est plus du tout autonome. La viande rouge, ça commence à être le cas. Le porc, quand j'entends cette personne éleveuse, ça risque d'être le cas aussi. Donc, on va être totalement dépendant, ce qui est absolument paradoxal. On a parlé des néo-ruraux. Oui, on a souvent une image, parce que c'est aussi une difficulté
cette incompréhension. Moi, je ne suis pas du tout ville contre campagne. Je pense que l'un se nourrit de l'autre. Et on est content, je suis plutôt dans le monde rural, d'envoyer nos enfants en ville quand il le faut. Mais comment on va réconcilier demain ces deux mondes où finalement, et puis on l'a vu avec des crises comme la crise des Gilets jaunes, où très clairement une partie de la population se sent totalement dépossédée de ses décisions. Elle a l'impression qu'on décide pour elle, qu'on prend des décisions. Vous voyez, on a vu ce qui s'était passé précédemment. Donc, comment on va arriver à redonner du bon sens à toutes ces personnes? Moi, je suis assez inquiet. Vous voyez, il y a un problème aujourd'hui de déprise du monde rural. Il y a des zones maintenant, moi je suis plutôt sur le sud-ouest, il y a quasiment plus d'élevage, plus de vétérinaires, etc. Comment on va faire en sorte, alors qu'en plus, on en parlera tout à l'heure, dans le cadre du One Health, on a besoin de ces sentinelles, on a besoin de ces vétérinaires qui permettent de repérer un certain nombre de maladies et d'informer globalement les médecins, les autorités de tutelle du problème qui existe sur le terrain. Donc on va se retrouver demain dans un modèle qui ne sera plus économique. On va subventionner, vous voyez, c'est quand même fou. On va finir par subventionner des vétérinaires pour qu'ils exercent leur métier. Quand je dis, c'est paradoxal, on a vu là, et c'est plutôt bien, le local. Parce que pendant très longtemps, on nous a dit, le modèle écologique, ce sont les villes. Bon, alors effectivement, quand vous regardez, vous dites, je me chauffe plus facilement, je me déplace moins en voiture, etc. Ça semblait logique. Sauf qu'aujourd'hui, quand on regarde le réchauffement climatique, on dit, ah, dans les villes, petit problème, il fait beaucoup plus chaud, donc on met des clims. Donc non seulement on chauffe l'hiver, mais on refroidit l'été. Et puis on s'aperçoit que quand il y a un passage d'un virus, c'est un peu plus compliqué à gérer, on l'a vu avec la Covid-19. Ça, on y reviendra après. Et donc on a un mouvement de nouveau vers les campagnes. Et effectivement, le vrai sujet, c'est les transports, la supply chain, tout ce modèle-là. Donc quand vous êtes sur un modèle local, et on voit bien qu'il y a un système qu'il faut bâtir, qui est une sorte d'agriculture locale de proximité, alors c'est ça le modèle vertueux. Mais finalement, est-ce qu'on va apprendre de cette crise? L'écologie, pour vous, c'est ça. Je vous interromps parce qu'il faut laisser la place aux copains. Philippe, est-ce que vous voulez réagir ça à l'agribashing et qu'est-ce que vous avez envie d'ajouter à ce qu'on vient de dire? Que c'est parfaitement résumé par Marc et que pas grand-chose à dire. C'est vrai. Peut-être rebondir sur le One Health tout de suite, puisque bon, allez, on traite les choses dans le désordre. On vous a retrouvé, Valérie, on vous reprend tout de suite après. Non, moi je voulais simplement dire que en fait le basculement des populations rurales vers urbain, c'est la majorité de la France est devenue urbaine entre les deux guerres, et donc finalement c'est en 2 générations que s'est perdu le lien avec la nature, et ce qui fait que la ville a une vision très artificielle de la nature. Dans la nature, les plus gros mangent les plus petits. C'est très écologique. Il y a une chaîne alimentaire, à un moment donné. L'écologie absolue, c'est celle-là, elle est parfaitement organisée. Alors, c'est vrai qu'on peut dire, je ne vois pas à quel titre les hommes sont plus gros, mangeraient les plus petits, mais enfin, c'est vrai que ça a toujours fonctionné comme ça. Et je pense qu'aujourd'hui, effectivement, c'est très bien, je ne vais pas redire ce qu'a dit mon voisin parfaitement, mais il y a une sorte de déconnexion absolue entre une sorte de vraie écologie, de lien avec la nature, et puis une sorte de pensée politiquement correcte, voilà, dans laquelle il ne faut pas toucher les animaux, etc. Et qui fait que, dans le fond, ceux qui nous nourrissent, qui nous portent du lait, de la viande, se retrouvent effectivement mis au banc de la société. Et c'est effectivement tout à fait scandaleux. Il se trouve que dans nos réunions professionnelles, on rencontre des gens. C'est tout à fait anormal ce qui se passe. Des gens qui nous font vivre. C'est 1% de la population qui fait vivre 99%, qui fait qu'il y a du lait tous les matins sur la table, qu'il y a des céréales, qu'il y a des œufs, qu'il y a du fromage. Et c'est tout à fait, moi je trouve ça tout à fait anormal que ces gens se suicident, soient lynchés. Oui, voilà, je suis parfaitement d'accord avec mon voisin. Voilà. Petite question, et Valérie, c'est à vous d'y répondre. Comment expliquez-vous la désaffectation de la nouvelle génération de vétérinaires, puisqu'on parlait des éleveurs, mais désaffectation de la génération des vétérinaires à l'égard des animaux de rente? Les éleveurs se sentent seuls vis-à-vis de toutes les exigences. Valérie? Non, bon, ben, nous n'avons toujours pas récupéré Valérie.
On va la garder avec nous jusqu'à ce qu'elle revienne. Nous, enfin, pour vous expliquer, ici, on a son visage en plateau, mais apparemment, la connexion n'est pas bonne. J'aimerais donc qu'on arrive alors à l'évolution de la pratique vétérinaire ensemble, dans les élevages de porcs et autres, pour qu'on parle du développement des outils diagnostiques. Philippe, quel est le développement, quelle est l'évolution aujourd'hui des outils diagnostiques que vous fabriquez? Et j'aimerais aussi que vous nous expliquiez à quel point vous êtes réactif, et vous pouvez l'être, avec l'évolution des maladies. Alors, pour comprendre ce monde-là, il faut comprendre que en matière de santé animale, en fait, on soigne assez peu les animaux. Pour une raison simple, c'est que d'abord, ça coûte cher. Et l'élevage, moi, mon métier, c'est le monde de l'animal de rente, c'est-à-dire celui qui nous nourrit. C'est pas le chien-chat, et si je devais en parler, je dirais des bêtises. Et donc, l'animal de rente, c'est un animal qui est à l'origine d'une activité économique, et on ne peut pas soigner indéfiniment les maladies, parce que, donc je disais que ça coûte cher, et puis effectivement, il y a les risques des produits associés, les antibiotiques dans la viande, et maintenant toute l'image que ça comporte, ou les antiparasitaires, ces choses-là. Donc, finalement, la médecine animale, telle que nous la au moins la partie dans laquelle je participe avec mon entreprise, c'est une médecine de prévention et d'éradication et de contrôle des maladies. Et ça a été un souci d'ailleurs très ancien. À l'époque de Napoléon Ier, on voulait éliminer la péripneumonie contagieuse bovine. Moi, dans ma jeunesse, je me rappelle quand je me promenais à Montpellier, je suis de Montpellier, dans le marché des arceaux. Quand les gens vendaient leur fromage de chèvre, ils avaient une petite carte verte à côté qui voulait dire « L'ensemble de mes animaux ont été testés et aucun n'est porteur de la brucellose ». Brucellose qui est présente dans tout le sud méditerranéen, qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui finissent à l'hôpital parce qu'ils ont mangé du fromage qui leur a donné la fièvre de Malte, qui est une maladie débilitante, qui donne des péricardites, qui donne de l'arthrose, dont on guérit difficilement. Et ça, c'est des choses qui ont existé pendant des siècles et qui continuent à exister. Alors, le diagnostic. Alors, nous fabriquons un diagnostic, nous n'agissons pas seuls dans ce domaine-là, puisque prétendre éliminer des maladies en diagnostiquant les malades et en les éliminant, c'est les politiques d'éradication, c'est une chose qui ne peut être faite qu'à l'échelle de grandes organisations. Donc, nous produisons les réactifs, mais ils sont mis en œuvre soit par les États, soit par les organisations professionnelles. Mais si on se met tous ensemble, on arrive avec une certaine efficacité à éliminer des maladies au niveau d'un pays, enfin d'une région, d'un pays, voire d'un continent. Vous avez des exemples? Et on a, bien sûr, on a des exemples. Alors, je vais parler de la peste bovine, parce que ça a été fait par le vaccin, je le laisserai à mon voisin. Mais c'est vrai que la brucellose dont je parlais est une maladie qui a été éradiquée de la France, de l'Allemagne, de l'Angleterre, de pratiquement toute l'Europe du Nord, qui ne subsiste qu'à l'état de trace dans le sud de l'Espagne ou de l'Italie, qui est une maladie qui, effectivement, est un service qui est rendu à la fois, je dirais, au bien-être animal. La destination initiale, ce n'est pas le bien-être animal, mais c'est sûr que la vie des animaux dans des conditions où on a éliminé cette maladie, c'est bien meilleur. Il y a beaucoup moins d'avortements, il y a beaucoup moins de traitements, de souffrance animale, et puis il y a une sécurité pour les hommes. Bien sûr, on a éliminé ces maladies, donc ça c'est une maladie qui a un caractère zoonotique, c'est-à-dire une maladie qui touche les hommes. Il y a beaucoup de maladies qui ont été éliminées, qui n'ont pas de conséquences sur la santé humaine, comme la fièvre afteuse, ça a été dans les années 50 ou 60 en France. Et aujourd'hui, il y a des programmes qui s'étendent progressivement au niveau européen, d'élimination de toute une série de maladies, alors précédés noms qui sont très vétérinaires, mais ça va être la leucose, une sorte de leucémie des bovins, ça va être un herpès virus bovin, les herpès virus porcins. Enfin, il y a toute une marche en avant continue qui fait qu'il y a des très grandes zones qui, par le diagnostic, d'abord le vaccin quand il y en a trop, puis le diagnostic, réussissent à créer des sphères indemnes de toute une série de maladies. Voilà. Et donc, nous sommes acteurs de cette activité-là. Il y a donc, oui, ce sont des succès collectifs, je dirais, dans lesquels ça ne marche que si on se met tous ensemble. Justement, Marc, une des grandes évolutions, donc, notamment dans l'élevage en porc, c'est le vaccin, les autovaccins. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette réponse que vous donnez à l'évolution telle qu'on l'entend des élevages aujourd'hui?
Je pense qu'en élevage, d'abord, on est dans une équation économique. Donc, comme toujours, le vieil adage dit mieux vaut prévenir que guérir. Ça passe par le diagnostic, évidemment, et c'est couplé avec une vaccination, un schéma de vaccination. Alors, des vaccins commerciaux qui prennent du temps à être développés et enregistrés, puis mis sur le marché, mais aussi des autovaccins qui permettent, alors en particulier dans la démarche réduction d'utilisation des antibiotiques, finalement de regarder quelle est la flore dominante, pathogène d'un élevage et de préparer un vaccin spécifique pour contrer cette problématique. Donc là, on est un peu plus dans le détail, on est dans une sorte de médecine individuelle, mais par élevage. Vous voyez, c'est une sorte de concept nouveau, mais c'est un peu ça. Il y a une rapidité aussi à l'exécution, à la réalisation de ces vaccins? Oui, il y a une rapidité, mais encore aujourd'hui, c'est pas encore très rapide. On parle de quelques semaines, 5-6 semaines, ce qui n'est pas encore très rapide. Je pense qu'il y aura des technos qui demain permettront d'aller beaucoup plus vite. Mais quand vous avez une sorte d'équilibre qui se met en place dans un élevage, qui est un élevage qui est fermé, dynamique de population, c'est d'ailleurs pour ça qu'on s'adresse essentiellement aux productions animales, parce qu'il y a cette dynamique de population, comme sur l'homme d'ailleurs, par rapport aux animaux de compagnie. Ben voilà, une fois qu'on a cette dynamique, un autovaccin peut fonctionner pendant des mois, voire des années, puisque il n'y a quand même pas une flore ou des pathogènes nouveaux qui arrivent. Mais il faut le suivre, et il faut le suivre régulièrement avec le diagnostic, isolé, etc. C'est le travail au quotidien des vétérinaires sur le terrain. Philippe, on est en train de parler de rapidité d'action, d'adaptabilité, de réactivité. Vous, dans votre travail, dans votre entreprise, jusqu'à quel point pouvez-vous être réactif, vous adapter, puisque ça a été le cas notamment pendant la crise sanitaire? Comment est-ce que ça se pratique chez vous? Alors, j'évoquais ces maladies qui sont présentes sur le continent depuis des siècles et qui sont progressivement éliminées par des politiques sanitaires structurées. Et c'est vrai que ces 20 dernières années, on a assisté à des choses assez nouvelles qui sont liées au fait, ce fameux One Health, c'est-à-dire que les maladies, elles se développent dans un contexte donné, à un moment donné de l'histoire, et pas par hasard. Et la question des émergences dans le domaine vétérinaire s'est posée récemment pour des raisons d'ailleurs qui sont surprenantes, mais maintenant avec le commerce mondial, ce qu'on voit, c'est des conteneurs qui sont fermés quelque part en Asie, qui se mettent sur un bateau et puis 3 semaines après arrivent à Rotterdam, au cœur de l'Europe, et puis quand on ouvre les portes, s'échappent des objets volants, des moustiques, des culicoïdes, qui sont eux-mêmes porteurs, c'est ce qu'on appelle maladies vectorisées, porteurs de virus, qui vont répandre au cœur de l'Europe au milieu de l'été. Ça se passe au milieu de l'été en général, ce genre d'affaires. Ça se passe au début de l'été, puis ça devient comme une vague à la fin de l'été, avec tous les animaux volants, tous les insectes, les arthropodes. Et donc, on a eu 2 épisodes comme ça, hein, qui ont été en 2006, la Blue Tongue, c'est un sérotype qu'on ne connaissait absolument pas en Europe, qui est arrivé par Rotterdam. Et puis, en 2011-2012, on a eu à nouveau un virus que absolument personne ne connaissait en Europe et qui a débarqué au milieu de l'Europe par ces fameux vecteurs. Alors, notre entreprise travaille à la fois sur le fond de l'activité, qui sont ces maladies présentes, donc, comme je disais, en Europe depuis longtemps, ou sur le pourtour méditerranéen. Mais la politique que j'ai développée, c'est de maintenir à l'intérieur de ma propre structure les ressources, c'est-à-dire ressources techniques, c'est-à-dire suppose qu'on a des chercheurs, des ingénieurs, des infrastructures, c'est-à-dire ce qu'il faut pour produire rapidement et massivement des réactifs, des ressources financières, c'est-à-dire être autonome, ne pas attendre les politiques publiques qui arrivent et qui financent la recherche, etc., parce que si on attend ça, évidemment, c'est compliqué. Et donc, nous nous sommes organisés comme PME pour pouvoir être extrêmement rapides. Et effectivement, en 2006, face à la Blue Tongue, nous avons été les premiers à répondre par la sérologie. Et en 2012, on a été parmi les premiers à répondre, c'est-à-dire développer des tests capables de trouver les anticorps de ces maladies qu'on ne connaissait absolument pas. Nous avons été les tout premiers à pouvoir le faire, développer les tests très rapidement, en étant complètement autonome financièrement, techniquement, etc. Donc, de ce point de vue-là, effectivement, être prêt à répondre à l'émergence, c'est presque une nécessité, parce que le changement climatique, je ne sais pas si vous vous rappelez les épisodes West Nile en 2004, le commerce international fait qu'il y a de l'émergence, qui fait qu'on est prêt à développer de façon très rapide, et pour une production en grand nombre, des réactifs. Voilà. Donc ça, on sait faire. Jusqu'à jouer un rôle pendant la crise sanitaire. Et donc, effectivement,
c'est lorsqu'a surgi le coronavirus en Europe, en fait d'abord en Chine et puis arrivé rapidement chez nous, dans le fond, développer un test sérologique. On a été les premiers à développer un test sérologique, c'est-à-dire dès le 15 avril, on était opérationnel, ou un test PCR. C'est finalement presque un exercice de style, parce que les coronavirus, Marc vous en parlez très bien, c'est quelque chose qui est extrêmement présent, en particulier dans l'élevage aviaire, où il y a la bronchite infectieuse virale. Alors, bronchite infectieuse virale, vous voyez, à coronavirus, ça nous rappelle l'actualité, pour laquelle nous avons déjà des tas de tests PCR qui détectent les variants, et puis des tests ELISA qui détectent les anticorps. Dans le fond, mettre cette infrastructure au service de diagnostic de masse pour les oiseaux ou pour les hommes, somme toute, c'est exactement la même chose. Donc on l'a fait, on a été effectivement des acteurs et on est devenu un des grands fournisseurs par le biais de notre filiale, ID Solutions, de tests PCR pour la France et d'anticorps et même d'immunochromatographie. Donc en fait, on s'est adapté, on était prêts en somme, voilà, pour faire simple. Voilà, nos équipes étaient prêtes. Ouais. Alors, on a récupéré, me dit-on, la connexion avec Valérie. Valérie, vous êtes là? Oui, j'espère que c'est bon cette fois-ci. C'est bon. Alors, on reçoit pas mal de questions techniques, me dit-on également, et je signale, puisqu'on avait perdu Valérie entre-temps, qu'on répondra ultérieurement à ces questions techniques. Valérie, ce que j'aimerais voir avec vous, du coup, c'est quels sont les challenges à relever aujourd'hui, demain et après-demain pour l'élevage en porc? Bon, les challenges, c'est bon, il y a en cours, je l'évoquais tout à l'heure, la mise en place des normes bien-être qui est vraiment en cours et se protéger de la peste porcine africaine et donc mettre en place les règles de biosécurité. Donc ça, c'est notre quotidien aujourd'hui. Et demain, donc c'est 2022, hein, c'est très très proche. On va avoir, on va continuer à progresser en termes enfin, l'objectif c'est de réduire encore l'exposition des porcs aux antibiotiques. Et donc, on va avoir un arrêt des prescriptions d'aliments médicamenteux en 2022. Et donc, il faut se préparer avec le diagnostic, les facteurs, bien étudier les facteurs de risque. Et puis également, en parallèle, on va avoir un arrêt de la castration à vif des porcelets. La difficulté pour nous, là, vétérinaires, c'est que il n'y a pas 50 alternatives. Soit on arrête de castrer, soit on fait une immunocastration, c'est-à-dire une vaccination contre un analogue de la GnRH pour limiter les odeurs de mâles du porc, ou de trouver une méthode d'anesthésie, analgésie pour castrer les animaux. Et on n'a pas de validation de technique aujourd'hui par l'administration et donc on est très démunis. On doit mettre ça en œuvre dans 6 mois. Et voilà, là, pour nous, c'est vraiment problématique de ne pas avoir de solution validée par l'administration. Et puis, après. Oui. Non, allez-y, on vous garde, Valérie, maintenant qu'on vous a, on vous garde. Et puis, pour les 10 ans à venir, je l'ai évoqué, c'est restructurer les élevages pour répondre aux attentes sociétales, rénover le parc bâtiment parce que, voilà, avec les difficultés financières des éleveurs, on n'a pas beaucoup rénové, donc c'est un pan très important pour garder des animaux en bonne santé. Et puis, recruter, former des salariés d'élevage. Voilà, c'est vraiment en résumé les gros challenges de demain. Merci. Est-ce que vous voulez réagir, Marc, sur cette immunocastration, pardon? Non, mais je vais peut-être réagir sur la peste porcine africaine, qui est une problématique extrêmement compliquée, et en particulier parce que pose toujours le problème des vaccins, du fait qu'on puisse utiliser des vaccins, qu'on puisse justement avec des diagnostics voir quelle est la circulation du virus sauvage, et puis en particulier l'idéal serait quand même d'avoir un vaccin qui permette de vacciner un peu ce qui s'est passé sur la rage, les sangliers par exemple, plutôt que de partir directement sur les élevages. Donc tous les labos travaillent dessus, c'est compliqué, on commence à avoir des pistes, donc on espère que ça sortira un moment, mais voilà des problématiques. Il y a des problématiques assez simples,
On a parlé de la bronchite infectieuse. On connaît extrêmement bien cette maladie, évidemment, et on regrette qu'on n'ait pas été, je dirais, plus souvent écouté. Vous voyez, on parle beaucoup des variants. On sait très bien qu'il y a des clades aujourd'hui du virus de la bronchite infectieuse. On sait très bien ce qui se passe. On sait très bien qu'on peut les gérer avec des vaccins. Donc, on peut imaginer ce qui se passera dans les mois, voire les années à venir, hein, puisqu'on a plus de 50 ans d'histoire. Là encore, et puis on croise des vaccins. Enfin, c'est tout un tas de choses que l'on connaît. Et je pense que c'est la contribution et la fierté qu'on peut avoir en tant que vétérinaire. On est d'abord formé à l'épidémiologie, c'est-à-dire s'occuper du grand nombre avant de s'occuper du cas particulier. C'est une vraie qualité qui est pas commune parce qu'on est un peu dans la médecine de guerre. C'est-à-dire qu'on fait avec pas beaucoup de moyens, mais on essaie de sauver le plus grand nombre. Merci. Valérie, en quelques mots, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose d'important? Parce que j'ai vu que vous nous entendiez, mais que vous ne pouviez pas communiquer avec nous. Une petite frustration, une dernière chose à nous dire? Peut-être ce que je pourrais ajouter par rapport à ce qui a été dit sur comment on a pu progresser en termes d'exposition, enfin de traitement antibiotique, parce que on a beaucoup progressé en 10 ans. Ça a été évoqué, mais je souhaite insister, c'est vraiment en parallèle le développement d'outils diagnostiques et l'arrivée des vaccins, plus un vrai travail sur la zootechnie. Ça n'a pas été beaucoup évoqué, mais là où on peut progresser, certes, il faut vacciner pour les maladies importantes ou les virus immunosuppresseurs ou dépresseurs, c'est vraiment important. Mais en parallèle, le travail du logement, de la ventilation, aujourd'hui, on va dire plus de 50% de mon travail, c'est m'occuper du logement, de l'alimentation des porcs. C'est vraiment toute la partie zootechnique permet également de réduire les maladies. Hein. Donc, il faut s'occuper du vecteur lui-même et des facteurs de risque ou des facteurs modulateurs. Et donc, c'est le vétérinaire et la formation, l'encadrement des éleveurs. On a un grand rôle à jouer dans ce domaine, hein, sur les facteurs de risque également. Je vous remercie beaucoup, Valérie. Bonne fin de journée à vous. Merci. On va passer maintenant à la réponse du médicament vétérinaire pour ce qui est des chiens et des chats. Et pour cela, est-ce que vous restez avec nous, Philippe, ou est-ce que vous nous quittez? Je ne fais pas partie des chiens-chats, mais... Pas de chien-chat pour Philippe. Bon, on vous laisse rejoindre tranquillement la salle. Et puis, on est rejoint, nous, Marc, vous restez avec moi, on est rejoint par Petra Rouchbuck. Bonjour, Petra. Bonjour Petra, est-ce qu'on vous Bonjour. entend? Ah super, vous êtes avec nous. Bonjour Alors, à tous. vous êtes vétérinaire clinicienne, responsable du service médecine préventive et nutrition animale de l'École nationale vétérinaire de Toulouse, si je ne me trompe. Et eh bien Petra, ma première question c'est, il y a 50 ans, grosso modo, les animaux n'étaient, en tous les cas les animaux de compagnie, n'étaient que très peu, voire pas du tout médicalisés. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive là où on en est aujourd'hui, où ils le sont vraiment? Quelles ont été les étapes marquantes de cette évolution? En fait, les étapes marquantes, c'est surtout, je pense que tout le monde a pu se rendre compte que l'animal de compagnie, donc je parle chien et chat essentiellement, on peut maintenant même presque commencer aussi à intégrer les furets là-dedans, a pris une place considérable dans la famille. Donc avant, c'était le chien de ferme ou le chien de garde, le chat qui était utilisé pour chasser les souris. Et en fait, maintenant, c'est presque un enfant de la famille. L'animal de compagnie a pris une place totalement intégrante dans la famille. Et donc, forcément, les propriétaires sont plus exigeants envers nous, les vétérinaires, dans leurs attentes, dans leurs demandes, dans les soins, mais aussi l'attention apportée à leur animal domestique. Oui, d'autres étapes? Alors, d'autres étapes, forcément. Dans ces dernières années, si je prends le recul sur les dernières 15-20 ans, en fait, on a vu l'animal être plus médicalisé, avec une attente plus particulièrement de la part des propriétaires, une attention aussi plus particulièrement de la part des propriétaires. Avant, c'est vrai que essentiellement le chat était presque pas médicalisé ou très sous-médicalisé. Quand j'ai commencé ma carrière vétérinaire, je voyais essentiellement les chiens. Les chats, c'était très rudimentaire. Maintenant,
on a de plus en plus d'animaux justement de compagnie, et le chat a pris une grande partie maintenant aussi dans cette population-là. Mais on se retrouve avec une forte demande de soins de ces animaux et des soins aussi, pas que dans un complexe, j'allais dire plutôt curatif, mais aussi dans une approche préventive qui a pris vraiment son envol ces 10 dernières années, plus précisément ces 5 dernières années. Donc les propriétaires nous demandent mais à ce que leur animal soit pas que vacciné, mais aussi quels sont les soins autres. Est-ce qu'il faut donner des traitements antiparasitaires? Est-ce qu'il y a une santé humaine aussi à considérer? Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent être transmises? Donc, faut-il du coup soigner son animal? Parce que forcément aussi, il dort dans le lit des propriétaires, mais il y a aussi plus besoin de certains soins que ce qui était le cas auparavant. Donc, il y a un fort développement dans ce sens-là. Et il y a aussi une très belle évolution qui, moi, me concerne particulièrement dans mon domaine. Heureusement, on va maintenant plus vers une demande, pas que le vétérinaire est sollicité quand il est presque déjà trop tard. Le vétérinaire est sollicité pour des conseils, des soins au quotidien, des soins qu'on appellerait nous physiologiques, en fait, parce que les propriétaires veulent soigner leur animal, ils veulent peut-être lui apporter des shampoings, certains soins en particulier, mais également aussi justement cette fameuse médecine préventive qui s'est installée, où on va essayer de donner beaucoup de conseils aux clients, à répondre à ses attentes, à ses questions, et justement prévenir une partie de maladies où avant on agissait vraiment plutôt dans l'urgence et dans le curatif. Est-ce que vous pourriez nous parler d'une médecine de pointe aussi, si elle existe aujourd'hui? Ah oui, forcément. Alors, dans l'animal de compagnie, les exigences de la part des propriétaires sont les mêmes soins comme pour un être humain. Donc, on a toutes les disciplines équivalentes à la médecine humaine. On a maintenant des possibilités d'explorer le cœur au niveau cardiologie, vraiment à la dernière pointe de la technologie. On soigne les animaux qui ont une atteinte cancéreuse. On va établir des plans nutritionnels spécifiques par rapport à certaines maladies, notamment endocriniennes. Il y a vraiment un développement de recherche de médecine vétérinaire très sophistiqué de la part des propriétaires. Mais voilà, maintenant, il y a le scanner, l'IRM pour les animaux qui existent. Avant, ça n'existait pas et les gens sont demandeurs, les propriétaires sont demandeurs. Donc, on a vraiment une augmentation de toutes ces disciplines et notamment aussi la profession vétérinaire qui a changé. Parce que maintenant, on a des spécialistes dans quasiment tous ces domaines-là, où avant, on avait beaucoup plus de généralistes. Maintenant, on trouve vraiment des spécialistes dans tous les domaines de pointe. Marc, vous, chez Seva, qu'est-ce qui évolue par rapport à cette médecine-là, chat, chien? Quelles sont les nouvelles recherches? Quelles sont les nouvelles trouvailles? J'ai envie de dire, il y a pratiquement plus de limites parce que, en général, quand il y a une crise, les tendances naturelles s'accélèrent. Donc, on avait bien vu que le chien était passé de la niche à la cuisine chez mes parents et au lit. Le chat, lui, il a plutôt domestiqué l'homme, donc il avait toujours une place un peu privilégiée. Donc, on a bien vu cette évolution. Et donc, le domaine des possibles est juste incroyable parce qu'on parle d'espérance de vie, on parle de qualité de vie, on parle d'observance de traitement, on parle d'éducation des animaux, etc. Et à chaque fois, ce sont des domaines nouveaux et très intéressants. Et sur lequel, en plus, la médecine humaine peut nous apporter quelque chose, mais pas toujours. Cardiologie, c'est quand même assez différent, même s'il y a des passerelles. Nous, on vient de signer un accord avec un IHU à Bordeaux, qui s'appelle le Lyric, qui est une structure extrêmement pointue sur la cardiologie. Mais on voit que voilà, le domaine des possibles est devenu incroyablement important. Et j'ai envie de dire, personne ne l'aurait parié au début de cette crise. Tout le monde voyait qu'il y avait une évolution, mais il y a une sorte d'accélération. Alors peut-être parce que personnes sont restées, les propriétaires, confinés avec leur animal, mais il y a un attachement qui s'est créé qui fait que pour les vétérinaires canins, il y a un domaine qui est incroyable. Et donc nous, on travaille tout ce qui permet d'améliorer l'observance, par exemple, l'appétence, des traitements long terme, des injections long terme, etc. Tout ce qui va faciliter le travail. On a travaillé aussi sur des produits, on parlait tout à l'heure de produits de cosméto sur le chien, de shampoing. Bien sûr, c'est le moment où le chien est dans le lit, forcément, il faut le toiletter régulièrement, mais ça ne se fait pas n'importe comment, parce que
la peau est une barrière importante, on ne peut pas utiliser n'importe quoi, etc. Donc, je trouve que c'est hyper rassurant pour notre profession vétérinaire. Alors après, ça pose l'autre problème qui est que ce regard sur son chien ou son chat qui est considéré comme un enfant, ce regard se reporte sur l'animal de ferme. Et on revient à la question de départ qui est, ouf, là c'est compliqué. Voilà, c'est compliqué. Il faut distinguer l'animal de compagnie de l'animal domestique de ferme. À chacun sa place d'une certaine façon. C'est dur à accepter. Voilà. Et comme on est dans un monde essentiellement urbain, on a cette espèce de regard sur une nature qui est idéalisée d'une certaine façon, on est complètement à côté de la plaque. Voilà. Petra, j'aimerais qu'on revienne, vous l'avez un petit peu évoqué, sur la proportion chien-chat aujourd'hui. Elle est en train d'évoluer, mais là aussi à une vitesse grand V. Oui, tout à fait. Donc, à ce point que maintenant, il y a plus de chats que de chiens en France. C'est tout à fait logique parce qu'il y a de plus en plus de personnes en milieu urbain et le chat est quand même plus facile à être gardé dans un appartement. Il n'y a pas besoin d'être sorti matin, midi, soir. Il ne faut pas le promener sous la pluie. Donc, c'est vrai, c'est un animal qui s'adapte assez facilement. Et donc, forcément, sa population a augmenté. Du coup, pour nous aussi, vétérinaires en animaux de compagnie, c'est un certain challenge parce que tout le monde n'est pas serein de la même manière avec chiens et chats. Donc, il y a des structures spécialisées qui sont développées, donc des cliniques uniquement dédiées aux chats. Des salles d'attente et des concepts d'organisation, de structuration de flux dans les cliniques dans une adaptation cat-friendly. Donc, il y a vraiment une réelle évolution parce qu'il y a la demande de la part des propriétaires. Les propriétaires veulent que leur chat soit bien soigné, donc il faut en prendre soin, il ne faut pas qu'il soit stressé dans la salle d'attente. Donc, il y a vraiment une grosse évolution sur ces dernières années, très positive, je trouve. Parce que le chat était un peu mal connu dans ses besoins et dans ses réactions en consultation. Et donc, il y a vraiment cette évolution-là, très spécifique, avec des demandes spécifiques de la part des clients. Et chez vous, j'imagine des trouvailles extraordinaires. Parce que c'est compliqué à soigner un chat. Moi, je teste, j'ai plusieurs chats. Donc, souvent, je teste en avant-première les produits. Et même si ce n'est pas statistiquement significatif, je vois quand même un certain nombre de choses. Vous voyez, par exemple, une demande nouvelle des propriétaires, c'est de pouvoir voir, discuter avec son animal quand il est au bureau. Voilà, donc il y a des objets connectés qui sont en train de se développer, etc. Donc voilà, c'est comme un enfant. On a besoin de savoir s'il est heureux. Est-ce que mon chat est heureux? Enfin, vous voyez, donc le domaine des possibles est absolument énorme. Mais c'est très intéressant. Le chat est un animal absolument passionnant. Et alors, comme on entendait tout à l'heure dans la bouche de Philippe Pourquier, effectivement, ce One Health, cette possibilité de retranscrire certaines trouvailles, découvertes, recherches de l'animal vers l'homme, finalement, est-ce que de la même manière, il y a des choses, des trouvailles qui pourraient être utilisées chez l'homme? Bien sûr, l'animal est le meilleur compagnon de l'homme, l'animal domestique. Nous, par exemple, on a entraîné, et suite à un travail qui avait été fait par le professeur Grandjean, on a entraîné des chiens à détecter la Covid. On a monté un site sur Libourne. On a travaillé avec le CHU de Bordeaux, avec le professeur Malvy, et c'est hyper intéressant. Alors ça pose plein de questions. J'ai vu les médecins qui posent des questions d'éthique, etc. C'est pas le sujet. Est-ce qu'on les utilise et comment? Oui, bien sûr, mais vous voyez, c'est une aide. Et donc, d'une certaine façon, le chien aussi, c'est un animal super, il est très dépendant de l'homme. Et donc, quand il peut renvoyer quelque chose vers l'homme, je trouve que c'est hyper positif. Donc, se dire aujourd'hui qu'un chien peut détecter à plus de 95% la Covid, on le voit en plus sur des phases précliniques, il y a quand même début d'excrétion, mais on le voit sur un certain nombre de cancers. Ben ouais, je pense que ça repose la question de la place de l'animal de compagnie dans notre société. Et je trouve que c'est très intéressant. Voilà, donc voilà un exemple de ce que l'on fait qui étonne énormément les médecins. Mais vous savez, quand on a accès à ces médecins, on se comprend tout de suite. Et les pontages, ils sont énormes. Les pontages entre la maladie de Lyme, la borréliose, etc. Enfin, vous voyez, il y a des choses à créer, ce qu'on essaie de faire, nous, dans notre région, des choses de proximité toutes simples que l'on peut mener. Le suivi des morsures, etc. Comment informer entre les médecins et les vétérinaires de ce qui se passe. Il faut recréer, dans un pays où on est assez corporatiste quand même, il faut essayer de recréer ces passerelles. Et moi, je pense que ces passerelles, elles se créent localement. Et c'est complètement notre sujet, hein, vraiment, ça fait partie des enjeux sociétaux
aujourd'hui. Petra, est-ce que vous pouvez nous parler de la relation praticien-propriétaire et dans quelle mesure elle évolue? Elle évolue aussi vers une certaine, j'allais dire, une certaine exigence de la part des clients. Là où avant, il y avait vraiment plutôt, j'allais dire, une relation, on va voir le vétérinaire prescrit, il conseille, le propriétaire adapte, il suit. Donc vraiment un petit peu sur cette question, quelqu'un qui ordonne, hein, nous donnons l'ordonnance et le propriétaire suit. Mais maintenant, ça a totalement changé. On est passé vraiment vers un dialogue avec les clients, essayer de comprendre leurs attentes pour en être sûr aussi que derrière les soins sont bien adaptés. Ça fonctionne plus du tout, hein, de ordonner quelque chose et d'attendre que le propriétaire le fasse. Il faut vraiment être en harmonie avec la demande, que le propriétaire le conçoit, le comprenne. On a plus de facilité à apporter certains soins. Si je pense au traitement antidouleur, maintenant les propriétaires sont sensibilisés à ça. Si je parle d'éducation, d'approche comportementale, on a plus de facilité de ces côtés-là, mais on a malheureusement un autre danger qui restera toujours cette partie forum, internet et autres, où malheureusement le propriétaire peut s'informer, être mal informé. Et donc, d'où la raison pourquoi on a besoin plus de dialoguer, argumenter, expliquer, et justement mieux transmettre toutes ces connaissances et ces valeurs pour qu'on ait un propriétaire qui adhère bien et que justement il reçoit les bonnes réponses effectivement à ces questions. Donc on est vraiment passé plutôt à un travail en équipe que à ce vétérinaire qui dit ce qu'il faut faire et le propriétaire applique derrière. Donc il y a une nette évolution. Ce qui impacte pour nous aussi, vétérinaire, un côté inconvénient, et on l'a déjà évoqué tout à l'heure, en fait on est beaucoup plus dérangé. Les propriétaires attendent une disponibilité de notre part, je dirais 24/24, que ça ne soit pas qu'en consultation, mais par téléphone, par mail, par chat, par Facebook. La communication pour un vétérinaire est devenue très importante aussi. Il y a un certain affichage, effectivement, à faire, des services à proposer. Donc, il y a un réel changement à ce niveau-là dans la communication. Il faut s'adapter et il faut aussi que les futures générations s'adaptent parce que sinon, on perd effectivement cette connexion-là. Toute dernière question, est-ce qu'il y a un danger de surmédicalisation? Est-ce que vous avez des limites que vous vous fixez? Donc, première question à Petra et deuxième question à Marc. Oui, il y a un danger. Évidemment, mais ce danger est dans la plupart du temps, il part d'une bonne intention. Le propriétaire a pris des informations ailleurs, où il a entendu parler ou par des amis, de dire oui, il faudrait que je fasse ça, il faudrait que j'apporte tel soin, souvent plus dans les soins physiologiques, pas vraiment dans la prise de médicaments. Oui, c'est essayer de vouloir trop bien faire et donc du coup de surmédicaliser. Il y a un vrai danger et c'est pour ça aussi il faut que nous on soit très présents et disponibles pour les clients parce que je dis souvent à mes clients, je préfère qu'ils demandent une fois de trop qu'une fois pas assez pour qu'on justement évite une surmédicalisation peut être dangereuse pour l'animal. Parce qu'il y a des parallèles, comme on disait tout à l'heure, homme-animal, certains, oui, mais ce n'est pas valable pour tout. Et donc, on ne peut pas faire une auto- ou une surmédicalisation sans risque. Est-ce que vous fixez des limites, justement? C'est une question compliquée. Alors, l'espérance de vie d'un animal de compagnie est beaucoup plus courte. Donc, vous voyez, quand on est en oncologie en humaine, on parle d'années. Quand on est sur des animaux, on parle de mois, de semaines. Donc je pense qu'il y a un critère qui est quand même la souffrance. Mais vous avez comme des propriétaires. Moi, j'ai démarré ma carrière comme ça en faisant les gardes de nuit et de week-end. Il y a des gens qui sont en grande détresse. Là, on est en train de travailler, par exemple, pour faire en sorte que les personnes qui partent dans des EHPAD puissent être suivies par leur animal de compagnie parce qu'on sait que l'espérance de vie des propriétaires dépend de ça. Et donc, d'une certaine façon, quand on fait une forme d'acharnement thérapeutique, ça peut être le cas, ça se fait parallèlement, je pense, à la lecture qu'on a du propriétaire. Vous voyez, moi j'ai vu des cas, et puis je pense que tous les praticiens ont vu, de personnes âgées qui arrivent avec leur animal de compagnie, et en se disant, mais si cet animal décède, qu'est-ce qui va se passer derrière? Donc d'une certaine façon, vous êtes aussi emmené par ça. Donc je crois que c'est, voilà, il faut, et la clé, c'est quand même la souffrance de l'animal. Moi je dis, vous voyez, j'ai eu beaucoup de chats, j'en ai un certain nombre qui sont morts de vieillesse, différentes maladies. Je veux dire, tant qu'ils ronronnent,
C'est-à-dire qu'il y a un moment, il y a une espèce de truc, et puis à un moment, on se dit, bon, ça le fait plus. Donc voilà, il faut aussi faire confiance au... Je pense que le propriétaire le sait. Donc c'est une vraie coopération. Et merci à tous les deux. Merci Petra. Vous êtes à Toulouse et profitez bien de Toulouse. C'est Jean-Louis Huneau maintenant qui va venir nous rejoindre pour conclure cette conférence. Merci Marc, on vous retrouve après dans la salle. Jean-Louis, alors, ces enjeux sociétaux. Eh bien écoutez, on a bien fait de choisir ce thème. C'est passionnant. Ouais, tout à fait. C'est impossible de résumer tout ce qui s'est dit, la richesse des échanges et l'expertise des intervenants. Je voudrais d'abord les remercier parce que ils ont témoigné avec leur expérience, leur expertise et c'était très intéressant. Je voudrais aussi remercier le groupe communication du SIMV qui a préparé cette conférence. On a eu un panorama des enjeux extrêmement vaste. J'ai noté réconcilier la société autour de l'élevage. C'est une grande ambition, mais on voit bien que derrière, ça a été évoqué, il y a l'attractivité du métier d'éleveur, il y a l'attractivité du vétérinaire en zone rurale, qui sont des thèmes que portent notamment le gouvernement et le Parlement sur les mesures qui ont été votées pour aider à l'installation des vétérinaires en zone rurale. On a parlé d'agribashing et en effet, il y a un marketing de la peur qui souvent utilise nos traitements, nos produits pour une forme de discrimination qui n'est pas scientifique. Et on a bien fait de rappeler que nous avions une responsabilité pour affirmer la sécurité de ces traitements et valoriser les efforts de la profession. Ça a été évoqué pour réduire au minimum le recours aux prescriptions d'antibiotiques. Et donc, il y a dans tous ces enjeux une forme de continuum. Nous portons, en tant qu'industrie, en tant que vétérinaire, en tant qu'éleveur, ces défis. Et donc, on ne pourra en effet les relever qu'avec une forme de concertation sur la réponse à apporter à ces défis. On a parlé de bien-être animal, on a parlé de castration des porcelets. Là aussi, il y a des réponses proposées par notre industrie qui méritent, je dirais, d'être examinées et d'être généralisées. On a parlé de souveraineté alimentaire pendant la crise. On pourrait parler de souveraineté industrielle, car on a vu qu'il fallait des matières premières fabriquées en Europe pour ne pas dépendre d'autres zones géographiques. Mais on a aussi des raisons d'espérer. C'est ça que je retiens de cette conférence d'aujourd'hui. On a des réponses que j'appellerais traditionnelles. Philippe Pourquier, représentant les 12 industriels du diagnostic de notre syndicat, a évoqué nos capacités de réaction très rapide, de production de masse, de technologie de pointe. Nous avons parlé de vaccins, d'auto-vaccins. On aurait pu aussi parler des nouvelles technologies. On a maintenant de plus en plus de monitoring associé à l'élevage. J'étais à l'Assemblée générale des groupements de défense sanitaire. Eh bien, j'ai trouvé des adhérents engagés dans le monitoring des bovins. Et on voit bien qu'il y a de plus en plus des industries qui couvrent l'ensemble de ces technologies, du diagnostic au vaccin, aux médicaments que j'appellerais chimiques, et aux nouvelles technologies. Et je crois que c'est cette vraie redimension de l'industrie qui est intéressante, car elle permet d'apporter des solutions nouvelles de médecine individuelle, de médecine préventive, on l'a vu, d'accompagner l'évolution du rôle du vétérinaire, ça a été évoqué dans les témoignages également, de ce concept de One Health, et nous sommes aussi soutiens de cette initiative d'accompagnement des animaux de compagnie pour les personnes qui vont dans les EHPAD. Et je crois qu'il y a des raisons d'espérer parce que cet écosystème français marche sur plusieurs piliers. Généralement, on dit le sanitaire, c'est l'administration, les vétérinaires et les éleveurs. Je pense qu'il faudrait intégrer un quatrième pilier, qui est celui de la réponse industrielle. Car indépendamment des qualités et de l'efficacité de ces réseaux ont besoin évidemment de nos produits et de nos solutions. Et je pense qu'on ne peut construire une réponse pérenne, durable, une agriculture durable, que si ce quatrième pilier est intégré. C'est ça que je retiendrai de ce débat.
Merci, c'est ce que je retiendrai aussi. Et effectivement, on va tous faire ce qu'on peut, moi y compris, pour communiquer sur ces choses-là. Merci à tous nos intervenants. Ce fut effectivement passionnant. Juste une dernière chose, malheureusement avec ces petits soucis techniques, mais ça on a l'habitude, maintenant ça arrive tout le temps. On n'a pas pu répondre à toutes vos questions, loin de là. Donc n'hésitez pas à continuer là par chat à envoyer vos questions et surtout consulter leurs réponses sur le site SIMV. Et puis aussi vous aurez des réponses, je l'ai dit au début de cette conférence, je le redis, au moment du replay. Donc ne vous inquiétez pas, les réponses arriveront. Pardon de ne pas vous en avoir donné plus pendant ce live. Merci encore, je vous souhaite une très bonne fin de journée ou une belle journée. À bientôt, au revoir.